Simone Laurent avait 34 ans lorsqu'elle enterra son mari, avec qui elle était depuis 15 ans, et vit sa maîtresse arriver à l'enterrement enceinte de 7 mois. Julien était mort depuis 3 jours. Simone avait passé ces 3 jours à trouver les échographies cachées dans son téléphone. La deuxième facture de téléphone, le reçu du sac à langer, qu'elle avait autrefois ignoré. Elle ne dit rien. Elle portait du noir. Elle s'assit au premier rang à côté de la mère de son mari et laissa la salle croire que le chagrin l'avait amoindrie. Puis Brianna Dubois se leva devant 200 personnes venues lui rendre hommage et annonça qu'elle était là pour réclamer sa part de la succession de 100 millions d'euros. Oh, l'empire que Simone avait bâti aux côtés de Julien à partir de rien. L'empire dont seule Simone avait jamais vraiment compris les comptes. Brianna n'avait aucune idée de la signature qui contrôlait chaque euro de cette fortune. Julien ne le lui avait jamais dit. Il ne l'avait dit à personne. Ce qui allait se passer ensuite se produirait rapidement, mais cela se passerait devant tout le monde. Avant de plonger dans le vif du sujet, commentez d'où vous nous regardez aujourd'hui. Et si des histoires comme celle-ci vous parlent, abonnez-vous car l'histoire de demain est encore plus intense. Les chiffres ne mentaient jamais. C'était la première chose que Simone Laurent avait apprise en tant qu'experte comptable judiciaire, à l'époque où elle avait encore des cartes de visite à son nom, avant le mariage, avant la décision, avant d'avoir troqué son propre bureau pour un rôle plus discret, derrière celui de Julien, gérant le moteur financier d'un empire qu'aucun d'eux n'avait encore pleinement imaginé. Elle était assise au large bureau en chêne de leur bureau à domicile, entourée de 4 piles bien ordonnées de rapports trimestriels. La lampe projetait un cercle jaune et chaud sur les pages. Dehors par la fenêtre, la silhouette de lion scintillait dans le noir comme quelque chose de vivant. 15 ans, c'est ce que ces chiffres représentaient. Il y a 15 ans, elle et Julien avaient acheté un duplex délabré à Dessines avec 40 000 euros d'économie et un tableur que Simone avait créé de toutes pièces. Elle avait suivi chaque coût de réparation, chaque loyer, chaque ligne d'impôt. Julien avait fait ce que Julien faisait de mieux, charmer les locataires, serrer les bonnes mains, trouver la prochaine propriété, avant même que quiconque sache qu'elle était disponible. Maintenant, le portefeuille s'élevait à un peu plus de 100 millions d'euros. Elle tourna une page et prit une petite note dans la marge. Son écriture était précise. Elle l'avait toujours été. « Tu travailles encore. » Julien apparut à l'embrasure de la porte du bureau. Il était déjà habillé. Costume bleu marine sans cravate, le col ouvert qui le rendait accessible sans paraître négligé. À 41 ans, elle était encore beau de cette manière simple et naturelle qui avait toujours attiré les regards sur lui. Son menton était rasé de près. Ses chaussures étaient parfaites. « Je travaillais toujours », dit Simone sans lever les yeux. Il rit. C'était un son chaleureux familier. Les chiffres de la propriété Harwell ont l'air bons. Mieux que bons. Les marges ont augmenté de 11% depuis que nous avons restructuré les termes du bail. Elle le regarda enfin. « Tu devrais savoir ça avant de t'asseoir avec qui que ce soit ce soir. » Harwell lui-même, en fait. Julien ajusta ses manchettes. « Le dîner chez Léon risque de durer. Ne le laisse pas commander pour toute la table, » dit Simone. « Il fait ça quand il essaye de te déstabiliser. » Julien la pointa du doigt. « C'est pour ça que je te garde. Tu me gardes parce que sans moi, tu aurais perdu cette entreprise 2 fois. » Elle le dit d'un ton léger comme seuls 15 ans de vérité pouvaient rendre quelque chose léger. Il traversa la pièce et l'embrassa sur le haut de la tête. Sa main reposa sur son épaule un instant chaude, lourde, familière, puis il la serra doucement une fois avant de la lâcher. Elle faillit ne pas le remarquer presque. Mais la pression dura juste une seconde de trop, et quand elle leva les yeux vers lui, il y avait quelque chose dans son expression qu'elle ne pouvait nommer. Pas de la culpabilité, exactement plus doux que ça. Plus triste, comme un homme regardant quelque chose qu'il avait déjà décidé de laisser derrière lui. « Ne m'attends pas, dit-il. »« Je ne le fais jamais, dit-elle. » Et puis il fut parti. Simone travailla encore 1 heure avant de prendre son ordinateur portable ouvert pour récupérer un fichier de fournisseurs partagé. Elle ne voulait pas le voir. Elle ne cherchait rien. Elle travaillait simplement comme elle l'avait toujours fait, silencieuse, méthodique et minutieuse. L'onglet du relevé de carte de crédit était encore ouvert depuis que Julien avait examiné les dépenses plus tôt. Ses yeux descendirent de la colonne par habitude. Habitude professionnelle du genre qu'on ne désapprend pas. La plupart des choses lui étaient familières. Carburant, repas, un fournisseur de matériel qu'ils utilisaient pour la rénovation de la Part-Dieu. Puis une dépense qui la figea. Boutique Le Berceau d'Or, 348 €. Elle connaissait cette boutique. Elle se trouvait sur la rue de la République. De belles choses en vitrine, des articles pour bébé. Elle était passée devant une fois et s'était arrêtée pour regarder un sac à langer matelassé dans la vitrine du genre, avec des finitions en laiton et une sangle monogrammée en cuir souple couleur fauve. Elle fixa la dépense pendant un long moment. Julien et Simone n'avaient pas d'enfants. C'était un chagrin silencieux en soi, une porte qu'ils avaient cessé d'essayer d'ouvrir il y a des années.
Il n'avait pas de frères et sœurs avec de nouveaux bébés. Les petits-enfants de sa mère étaient tous grands. Elle referma lentement l'ordinateur portable. Elle se dit que ce n'était rien, un cadeau pour un client, un collègue, quelque chose de simple et d'explicable. Elle retourna au rapport trimestriel. Mais les chiffres semblaient différents maintenant. Elle lut la même ligne 3 fois sans l'assimiler. Vers 21 heures, elle remarqua autre chose, quelque chose qu'elle avait déjà vu, mais auquel elle n'avait pas pensé jusqu'à maintenant. Le téléphone de Julien posé sur le coin du bureau où il l'avait laissé charger. L'écran s'alluma avec une notification et l'écran de verrouillage apparut. C'était un écran de code d'accès. Julien n'avait jamais utilisé de code de verrouillage. Pendant des années, son téléphone avait été ouvert. Elle l'avait pris 100 fois pour vérifier l'adresse d'un restaurant ou trouver le numéro d'un entrepreneur. Il n'y avait jamais vu d'inconvénient. Elle n'y toucha pas. Elle le regarda simplement jusqu'à ce que l'écran s'éteigne à nouveau. L'appel arriva à 22h47. Une voix d'homme sèche et professionnelle. « Est-ce bien Simone Laurent ? Nous appelons de l'hôpital Édouard Herriot. Votre mari s'est effondré dans un restaurant ce soir. Il a été amené en ambulance. Vous devriez venir maintenant. » Elle ne se souvenait pas du trajet. Elle se souvenait du parking, des portes coulissantes de l'infirmière qui s'approcha d'elle avec cette expression spécifique, celle qui ne laissait aucune place à l'espoir. Le temps qu'un médecin l'emmène dans une petite pièce à l'écart du couloir principal et s'assoit en face d'elle, Julien était déjà parti. La cuisine était trop silencieuse. Simone était assise à table, les deux mains serrées autour d'une tasse de café qu'elle n'avait pas touchée. La vapeur avait cessé de monter depuis longtemps. Dehors, Lyon se réveillait. Des camions poubelles, l'arroseur d'un voisin, l'aboiement lointain d'un chien. Des sons normaux, des sons qui n'avaient pas lieu d'être un matin comme celui-ci. Le téléphone de Julien était posé sur la table devant elle. Martine avait déjà appelé 2 fois. Le partenaire commercial de Julien, Roland Garnier, avait laissé un message vocal qu'elle n'avait pas encore écouté. Il y avait des choses à faire, des appels, à passer un enterrement, à organiser autour d'un homme qui ne s'attendait pas à mourir à 41 ans et qui avait donc laissé derrière lui un désordre de conversations à moitié terminées et de messages sans réponse. L'avocat de la succession, Damian Collin, avait envoyé une liste de contrôle par email à 7 heures du matin. Elle appréciait cela chez Damien. Il était le genre d'homme qui faisait la chose utile plutôt que la chose émotionnelle. Elle déverrouilla le téléphone de Julien avec le code qu'elle avait trouvé écrit dans son agenda de bureau, le seul endroit où il avait toujours gardé des mots de passe de secours, parce qu'il était charismatique et charmant, mais absolument nul en technologie. Elle connaissait l'existence de ce carnet depuis des années. Il n'avait jamais pensé à le déplacer. Elle ouvrit d'abord ses contacts, fit une liste de noms pour les notifications de funérailles. 3 investisseurs immobiliers, son architecte, l'entrepreneur général du projet de la Part-Dieu, son ancien colocataire d'université. Damien s'en était déjà occupé. Elle écrivit chaque nom dans son carnet de sa petite écriture régulière. Elle était à mi-chemin du journal d'appel quand elle vit le dossier. Il n'était pas étiqueté. La plupart des gens ne l'auraient pas remarqué, une petite icône grise nichée sur la 2e page de ses applications. Le genre de dossier caché que l'on crée délibérément, pas par accident. Il fallait savoir où chercher. Simone savait où chercher. Elle avait passé des années à lire des documents financiers conçus pour cacher des choses. Elle reconnaissait le camouflage. Elle l'ouvrit. Des photos d'échographie, 8 d'entre elles classées par ordre chronologique. La plus ancienne datait de 14 mois, une petite tache blanche sur un fond gris foncé. Le genre d'image qui ne ressemblait pas à grand-chose pour quiconque ne savait pas ce qu'il voyait. La plus récente datait de 6 semaines. La forme était alors sans équivoque. Un profil, un nez, un poing fermé. Simone les regarda une par une. Elle posa le téléphone sur la table, prit sa tasse de café, la reposa sans boire. Puis elle reprit le téléphone et ouvrit ses messages. La conversation était étiquetée avec un nom, Brianna D. Elle remontait à 3 ans. Elle ne lut pas tout, pas encore. Elle fit défiler lentement, parcourant juste assez pour comprendre la situation, assez pour voir que ce n'était pas un moment de faiblesse ou une brève erreur stupide. C'était un arrangement durable. Il y avait des messages sur le loyer, sur un rendez-vous chez le médecin auquel il avait assisté, sur un appartement dont elle n'avait jamais entendu parler. Il y avait un message datant de 6 semaines envoyé 2 jours après la dernière échographie. « Tu dois arrêter de t'inquiéter. D'ici le printemps, je vais arranger les choses. Toi et le bébé, vous serez pris en charge, je te le promets. » Simone lut ce message 2 fois. « D'ici le printemps. » Elle pensa à la dépense sur la carte de crédit, au sac à langer, au code de verrouillage sur le téléphone, à la façon dont il lui avait serré l'épaule la veille, et s'était attardée juste 1 seconde de trop. Elle pensa à tout cela, et elle sentit quelque chose la traverser, quelque chose de grand, de froid et de très très silencieux. Pas le genre de chagrin brûlant et fracassant, quelque chose de plus ancien, du genre qui s'installe dans vos os et y reste. Elle ne pleura pas. Elle monta à l'étage, prit son propre téléphone, revint à la table de la cuisine
et passa les 22 minutes suivantes à faire méthodiquement des captures d'écran de chaque message de la conversation, de chaque photo d'échographie du dossier lui-même ouvert à l'écran. Elle envoya les captures d'écran à un compte privé dont Julien n'avait jamais connu l'existence, un compte qu'elle avait conservé depuis ses jours d'expertise comptable par habitude, car elle avait toujours cru dans une partie silencieuse et non examinée d'elle-même qu'une femme devrait garder une porte qui n'appartenait qu'à elle. Elle supprima l'email envoyé du téléphone de Julien, effaça l'activité récente, ferma le dossier. Puis elle posa son téléphone, prit le sien et appela Nadia. Ça sonna 3 fois. Simone. La voix de Nadia était chaleureuse et immédiate, déjà en alerte, comme le sont les infirmières des urgences présentes et prêtes avant même que vous ne parliez. « Comment vas-tu, ma chérie? J'ai besoin de toi à l'enterrement, » dit Simone. Sa voix était stable. « J'ai besoin que tu sois près de moi tout le temps. » Une pause. « C'est noté. Ne dis rien de plus. Je vais demander un changement de service aujourd'hui. Merci. »« Tu veux en parler? » ?»« Pas encore, dit Simone. J'ai juste besoin de passer les prochains jours d'abord. » Nadia n'insista pas. C'était ce que Simone aimait le plus chez elle. Martine Laurent arriva à midi, vêtue de gris tourterelle, ses cheveux argentés, relevés portant son deuil, comme elle portait tout comme une déclaration publique. Elle s'assit à la même table de cuisine et exposa ses attentes avec l'énergie concentrée d'une femme qui traitait la douleur par la logistique. Le lieu, les fleurs, le programme, la liste des invités, qui était en réalité un système de classement déguisé en liste d'invités. Le statut de Julien dans cette communauté mérite d'être honoré, comme il se doit, dit Martine, les mains croisées sur son agenda en cuir. La cérémonie doit refléter tout ce qu'il a construit. Bien sûr, dit Simone. Elle garda une voix égale. Elle nota chaque détail demandé par Martine de sa même petite écriture précise. L'enterrement fut fixé 3 jours plus tard. L'église pouvait accueillir 400 personnes et chaque siège était occupé. Simone était assise au premier rang, les mains croisées sur ses genoux et le dos parfaitement droit. Elle portait de la laine noire simple et ajustée, sans autre bijou que son alliance et les petites boucles d'oreilles en perles que Julien lui avait offertes pour leur 10e anniversaire. Elle ressemblait exactement à ce que la salle attendait d'elle. Elle n'était pas ce que la salle attendait. Pendant que le prêtre parlait de la vision de la générosité et de l'amour de Julien pour sa communauté, Simone observait les bancs. Elle repéra les investisseurs immobiliers, vers le milieu le conseiller municipal, 2 rangs derrière 3 journalistes qu'elle reconnut du Lyon Économie. Garnier, le partenaire commercial de Julien, assise sur le côté avec les bras croisés et la mâchoire serrée, calculant déjà quelque chose. Elle archiva chaque visage comme une entrée dans un grand livre. Martine pleurait silencieusement à côté d'elle, tamponnant ses yeux avec un mouchoir plié digne contrôlé. Même son chagrin était une performance. Simone le remarqua aussi. Brianna arriva pendant la réception. La réception se tenait dans la salle paroissiale de l'église, une longue pièce aux murs crème avec des tables rondes et trop de lits blancs. Le genre de pièce conçue pour adoucir les choses difficiles. Ça ne fonctionna pas. Simone la vit avant la plupart des gens. Elle entra par la porte latérale vêtue d'une robe portefeuille noire qui s'étirait sur un ventre qui indiquait très clairement, sans l'ombre d'un doute, une grossesse de 7 mois. Elle était jeune, plus jeune que ce que Simone avait imaginé même après les textos. Elle avait le genre de visage qui s'attendait à être regardé et qui obtenait généralement ce qu'il attendait. Elle se déplaça dans la pièce comme si elle avait été invitée. Elle s'assit à une table dans la section familiale, choisit simplement une chaise et s'assit. Simone la regarda faire et ne bougea pas. Ce fut Martine qui réagit la première. Elle traversa la pièce en 3 pas rapides, sa voix basse et tranchante, comme elle le devenait quand elle essayait de contenir quelque chose avant que cela ne devienne une scène. « Je ne sais pas qui vous a laissé entrer, mais vous devez partir immédiatement. » Brianna la regarda avec des yeux calmes et impassibles. « Je ne pars pas. J'ai tout à fait le droit d'être ici. Vous n'avez aucun droit d'être où que ce soit près de cette famille. L'enfant de Julien est ma famille. » La voix de Brianna s'éleva juste assez délibérément. Elle avait prévu ça. Et quand la succession sera réglée, tout le monde dans cette pièce comprendra cela. Le murmuré commença immédiatement. Simone l'entendit se propager dans la salle comme une vague de table en table, les visages se tournant les uns vers les autres. Brianna se leva. Elle n'avait pas fini. « Julien m'a fait une promesse, dit-elle plus fort maintenant, sa voix portant clairement à travers la pièce vers le groupe de journalistes qui s'était immobilisé. Il m'a dit que moi et notre enfant serions pris en charge. 100 millions d'euros d'actifs immobiliers, et sa famille va essayer de nous écarter comme si nous n'existions pas. » Elle posa une main sur le côté de son ventre. « Je ne bougerai pas d'ici tant que tout le monde ne saura pas ce qui a été promis. » La pièce éclata de bruit. Le visage de Martine devint blanc puis rouge. Garnier baissa les yeux sur ses chaussures. Plusieurs personnes sortirent leur téléphone.
Simone resta où elle était, près du mur du fond, un verre d'eau à la main, et elle regarda tout cela. Elle regarda la performance de Brianna, et elle regarda la réaction de la salle, et elle regarda le visage de Martine très attentivement, car ce qu'il y avait dessus n'était pas seulement le choc, il y avait autre chose en dessous. Quelque chose qui ressemblait presque à de la terreur, comme une femme entendant à voix haute la chose qu'elle avait travaillé très dur à garder secrète. Simone archiva cela aussi. Damien Colline appela ce soir-là, et fut bref comme toujours. La lecture du testament est demain matin, dit-il. 10 heures mon bureau. Vous devez être là. J'y serai, dit Simone. La salle de conférence de Damien sentait le vieux papier et le café, une longue table en chêne, 6 chaises, la lumière du matin entrant à plat à travers les stores. Brianna était assise en face de Simone avec un avocat que Simone ne reconnaissait pas. Jeune costume chic, le genre engagé rapidement. Martine était assise à la gauche de Simone, la colonne vertébrale rigide. Damien lut le testament de sa manière calme et posée. Quand il arriva à la structure de la fiducie, l'avocat de Brianna se pencha en avant. Damien continua sans lever les yeux. La majeure partie de la succession, Laurent le portefeuille complet, les propriétés, les actions de la société, les comptes, avait été placée 7 ans auparavant dans une fiducie irrévocable. Unique fiduciaire et administratrice, Simone Laurent. Brianna le dévisagea. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» dit-elle. « Ça veut dire, dit Damien en posant le document, que la succession n'est pas soumise à des réclamations extérieures. Il n'y a rien à contester. La structure a été finalisée et enregistrée il y a 7 ans. Elle ne peut être défaite. » Brianna regarda Simone. Simone la regarda en retour, calme, immobile. « Il m'avait promis. » La voix de Brianna se brisa pour la première fois. Il a dit « Ce qu'il vous a dit en privé n'a aucune valeur légale. » Son propre avocat murmura près de son oreille. Brianna repoussa sa chaise et se leva, le visage rouge et les yeux brillants de fureur et d'humiliation. Elle attrapa son sac. Elle dit quelque chose de tranchant et de laid que Simone ne prit pas la peine de retenir. Et puis elle fut partie, la porte se refermant derrière elle. La pièce était silencieuse. Simone se tourna vers Damien. « Je veux savoir exactement depuis combien de temps ça durait, dit-elle. Sa voix était égale, précise, et je veux savoir qui d'autre était au courant. Les boîtes étaient dans le placard du bureau depuis 2 ans. Julien s'était toujours occupé lui-même du classement physique, l'une des rares parties de l'entreprise qu'il avait insisté à conserver. J'aime que la paperasse soit organisée à ma façon, disait-il. Simone l'avait laissé faire. Elle s'occupait des chiffres, il s'occupait des dossiers. Cela avait semblé être une division raisonnable. Maintenant, elle comprenait pourquoi il avait voulu le contrôle du papier. Elle traîna la dernière boîte jusqu'à la table de la salle à manger, juste après 8 heures du matin. Nadia était déjà là, avec 2 tasses de café, et une expression qui disait qu'elle n'avait pas bien dormi non plus. Elle était venue en voiture à 7 heures, sans qu'on le lui demande, se présentant à la porte avec un sac fourre-tout et ses lunettes de lecture, et disant simplement « Dis-moi ce qu'on fait ». C'était ça avec Nadia. Elle ne faisait jamais expliquer Simone 2 fois. « D'accord », dit Simone, sortant le vieil ordinateur portable de l'entreprise de Julien de son étui et le posant sur la table à côté d'un bloc-notes. « Je vais passer en revue les comptes de l'entreprise sur les 4 dernières années. Chaque virement, chaque paiement de fournisseur, chaque ligne que je ne reconnais pas immédiatement. » Nadia serra ses 2 mains autour de sa tasse. « Qu'est-ce qu'on cherche? Je ne sais pas encore. » Simone s'assit et ouvrit le premier dossier. C'est ça le but. Il fallut 2 heures pour trouver le premier fil. Il était petit, facile à manquer si on ne le cherchait pas, et très probablement conçu de cette façon. Un virement récurrent chaque mois remontant plus loin que ce que Simone avait initialement fait défiler. 200 € réguliers comme un battement de cœur sortant d'un compte d'exploitation de niveau intermédiaire vers une SARL qu'elle ne reconnaissait pas. Groupe immobilier, Arlo, SARL. Simone fixa le nom. Elle le tapa dans le registre du commerce et des sociétés et attendit. Actif. Enregistré il y a 3 ans et 4 mois. Pas de site web. Une adresse d'agent de domiciliation qui était un service de boîte aux lettres au Broto. Elle écrivit le nom sur son bloc-notes et l'entoura. Puis elle retourna au virement et commença à compter. Le temps qu'elle ait fini de croiser les dates, son café avait refroidi. 38 mois de paiement. Certains mois, c'était 200 €. D'autres mois, il y avait des virements supplémentaires, une somme plus importante, irrégulière, marquée avec des codes de fournisseurs qu'elle ne reconnaissait pas, une dépense de mobilier, un paiement de service public, une charge codée comme frais d'entrepreneur pour 6 000 € qui n'avait aucune facture correspondante dans les dossiers. Elle étala les pages sur la table en ligne de la plus ancienne à la plus récente et les regarda simplement. Nadia se pencha par-dessus son épaule. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» Un deuxième foyer, dit Simone. Les mots restèrent en suspens. Nadia se redressa lentement. Simone. L'affaire n'a pas commencé récemment. Simone garda les yeux sur les pages. Ça dure depuis plus de 3 ans.
Il ne se contentait pas de la voir, il la soutenait. Loyer, meubles, services publics, tout ça passait par cette SARL. Tout ça payé par l'entreprise. Elle marqua une pause. L'entreprise que nous avons construite ensemble. Nadia posa sa tasse. Tu dois appeler la police. Non, Simone, c'est de la fraude. C'est. Je sais ce que c'est. La voix de Simone resta plate et égale. Et si je vais voir qui que ce soit maintenant avec juste ça, et rien de plus, ils tireront le fil et je ne contrôlerai pas ce qui se dénouera. J'ai besoin de l'image complète d'abord. Chaque compte, chaque virement, chaque nom lié à cette SARL, elle tapa sur le bloc-notes. Je n'entrerai dans aucune pièce à moitié préparée. Nadia pinça les lèvres. On aurait dit qu'elle voulait argumenter davantage. Elle ne le fit pas. L'agent de domiciliation fut la pièce qui figea Simone. Elle faillit le manquer. C'était enfoui dans les documents de création originaux de la SARL qu'elle avait dû demander via un service tiers et qui avait pris la majeure partie de l'après-midi à obtenir. Beaucoup de sociétés écrans utilisaient les mêmes sociétés d'agents de domiciliation génériques. Elle s'était attendue à un autre service de boîte aux lettres, un autre nom anonyme. Ce qu'elle trouva à la place fut une société de services juridiques appelée Colline & Garnier, domiciliation SARL. Elle le lut 2 fois. Garnier, Roland Garnier, le partenaire commercial de Julien depuis 9 ans. L'homme qui s'était assis à l'enterrement avec les bras croisés et la mâchoire serrée, calculant déjà quelque chose. Simone posa le document sur la table très soigneusement. Elle ne dit rien pendant un moment. Quoi demanda Nadia, observant son visage. Simone tourna la page et la fit glisser sur la table. Nadia la lut, leva les yeux. C'est le nom de Garnier, oui. Donc Garnier était au courant pour la SARL. Au minimum, dit Simone. Au minimum, il était au courant. Elle se renversa dans sa chaise et regarda le plafond un moment juste, en respirant. 3 ans d'argent de l'entreprise. Une société écran avec les empreintes de Garnier sur la paperasse. Une femme qui était entrée à l'enterrement de son mari et s'était annoncée comme si elle avait une base solide. Tout était lié. Simone prit son téléphone et ouvrit ses messages. Elle trouva le nom de Damien et tapa lentement, choisissant chaque mot. « Je suis en train de passer en revue les comptes de l'entreprise. J'ai trouvé quelque chose que vous devez voir. Pouvons-nous nous rencontrer demain en privé ? Cela concerne Garnier. » Elle appuya sur envoyer, posa le téléphone face contre la table. Puis elle sortit le dossier suivant de la boîte et continua de travailler. Le cabinet d'avocat de Damien Colline se trouvait au 14e étage d'un immeuble de la Part-Dieu. Tout en lignes épurées et en bois sombre, le genre d'espace qui disait « argent sérieux » sans avoir à l'annoncer. Simone était déjà venue ici pour conclure des affaires, signer des documents, les affaires courantes de la gestion d'une grande succession. Elle s'était toujours sentie à l'aise dans cette pièce. Aujourd'hui, c'était différent. Elle posa les pages imprimées sur son bureau avant même de s'asseoir. Relevé de transactions, documents de création de SARL, le dossier de l'agent de domiciliation avec le nom de Garnier. Elle les avait organisés par ordre chronologique, le plus ancien en haut, et elle avait écrit un résumé d'une page de sa propre main qui exposait chaque lien qu'elle avait trouvé. Damien prit d'abord le résumé. Il le lut debout. Il ne dit rien pendant presque 1 minute entière. Puis il s'assit lentement, mit la page de côté et prit le document de création de la SARL. Il l'étudia comme quelqu'un étudie une chose qu'il reconnaît déjà. Vous savez ce que c'est, dit Simone. Ce n'était pas une question. Damien posa le papier. Il prit une profonde inspiration. Colline & Garnier Domiciliation est une société administrative conjointe que Roland et moi avons créée il y a des années pour gérer les dépôts des SARL de nos clients. Pratique standard efficace. Il marqua une pause. Je n'ai pas été impliqué dans les opérations actives depuis environ 2 ans. Roland a pris le relais. J'ai déplacé le travail de mes clients vers une structure différente. Donc votre nom est toujours sur la société mère. Oui, mais c'est Garnier qui la gérait. Oui, Simone hocha la tête. D'accord, elle garda une voix égale. Alors vous devez me dire ce que vous savez d'autre. Damien la regarda un moment. La fenêtre derrière lui encadrait la ville d'une pâle lumière matinale. Il avait l'air fatigué d'une manière qui allait plus loin qu'une mauvaise nuit. Julien est venu me voir environ 6 mois avant sa mort, dit-il. Il m'a demandé de rédiger un nouveau testament. La pièce était très silencieuse. Il voulait restructurer la distribution de la succession, continua Damien. Réduire considérablement votre part, diriger une partie substantielle des actifs vers Brianna Dubois et l'enfant qu'elle portait. Il croisa les mains sur le bureau. Il a présenté cela comme une manière de subvenir aux besoins du bébé. C'est comme ça qu'il me l'a dit. Je dois m'assurer que l'enfant est pris en charge. Simone ne bougea pas. Je ne le sentais pas bien, dit Damien. Vous et moi savons que la fiducie qu'il a mise en place il y a des années signifiait que tout Nouveau Testament aurait eu une portée limitée. Mais il y avait encore des actifs en dehors de cette structure, et ce qu'il demandait était significatif. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour examiner attentivement les documents existants avant de rédiger quoi que ce soit de nouveau.
Il expira, et puis j'ai continué à trouver des raisons de prendre plus de temps. Je me disais que j'étais minutieux. En réalité, j'étais mal à l'aise avec ce qu'on me demandait de faire. Vous l'avez fait traîner, je l'ai fait traîner. Oui, il la regarda dans les yeux. Et puis il est mort. Et le Nouveau Testament n'a jamais été finalisé. Mais Simone, j'aurais dû vous le dire. Je savais que quelque chose n'allait pas. Je savais ce que cette demande signifiait pour vous. Et je n'ai rien dit. Il marqua une pause. Je suis désolé. Ouah n'est pas adéquat. Mais c'est la vérité. Simone laissa les excuses flotter dans l'air entre eux. Elle ne se pressa pas de les accepter ou de les rejeter. Ce que j'ai besoin de savoir, dit-elle finalement, c'est si vous me dites cela maintenant pour soulager votre conscience ou si vous êtes réellement prête à m'aider. Je veux vous aider à monter un dossier, dit-il. Documentation complète de l'implication de Garnier dans la SARL. La piste financière le reliant au fond de l'entreprise détournée. Tout ce qui lie Brianna Dubois à une tentative coordonnée de réclamer des actifs auxquels elle n'avait aucun droit légal, il se redressa dans sa chaise. Je peux accéder aux registres commerciaux, aux historiques de dépôt, à la correspondance par des voies légales appropriées. Je sais où chercher, bien dit Simone. Alors voici comment ça va se passer. Elle se pencha légèrement en avant. Vous trouvez ce que vous pouvez trouver. Vous partagez tout avec moi directement, pas de résumé, passe de filtre. Je décide de ce que nous en faisons et quand. Vous ne contactez pas Garnier. Vous ne contactez pas l'avocat de Brianna. Vous ne faites aucun mouvement sans me le dire d'abord. Elle garda les yeux fixés sur les siens. Ce n'est pas votre affaire à gérer, c'est la mienne. Damien soutint son regard. Il hocha la tête. Compris. Je ne suis pas difficile, dit-elle. Je sais juste ce qui se passe quand quelqu'un d'autre décide de ce que j'ai besoin de savoir. Quelque chose changea dans son expression. Pas de l'offense. Quelque chose de plus proche du respect. Je comprends, dit-il doucement. Simone rassembla les papiers de son bureau et les aligna en une pile nette. Commencez par les registres commerciaux de Garnier. Tout ce qui est lié au groupe immobilier Arlo, tous les dépôts, toute la correspondance, tous les documents financiers qui passent par Colline & Garnier domiciliation des 4 dernières années. Je commencerai aujourd'hui. Elle se leva, prit de son sac et glissa la pile de documents sous son bras. Je vous tiendrai au courant. Elle se dirigea vers la porte puis s'arrêta. Encore une chose. Qu'est-ce que c'est? Je vais parler à Martine. L'expression de Damien changea juste une seconde. Êtes-vous sûr que c'est? Oui, dit simplement Simone. Elle le laissa assis à son bureau, avec la lumière du matin coupant le bois sombre et le bourdonnement silencieux de la ville 14 étages plus bas. Martine Laurent vivait dans une maison coloniale de 4 chambres au Brotteau, le genre de maison qui avait été décorée par des professionnels et qui n'avait jamais vraiment l'air habité. Tout était crème et or et soigneusement agencé. Il y avait des fleurs fraîches sur la table d'entrée. Il y en avait toujours. Simone avait passé des vacances dans cette maison 15 ans de vacances. Elle sonna à la porte à 14 heures. Martine ouvrit la porte dans un chemisier en soie et un pantalon repassé, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, l'air d'attendre d'être photographiée. Son expression en voyant Simone était chaleureuse et étudiée. « Simone, ma chérie, entre. J'allais justement préparer le thé. »« Je n'ai pas besoin de thé, dit Simone. J'ai juste besoin de quelques minutes. » Elles s'assirent dans le petit salon. La pièce sentait le gardénia. Martine croisa les mains sur ses genoux, l'image du deuil maîtrisé. Simone posa les captures d'écran imprimées sur la table basse entre elles, les textos, les photos d'échographie, les dates clairement visibles sur chaque image remontant à 3 ans. Martine baissa les yeux dessus. Elle ne les prit pas. Elle ne demanda pas ce que c'était. Elle les regarda simplement, et quelque chose sur son visage devint très immobile. « Depuis combien de temps sais-tu » demanda Simone. Le silence s'étira. Une horloge tic-taquait quelque part dans le couloir. Martine. Environ 14 mois. Sa voix sortit plus faible que d'habitude, comme si quelque chose s'en était allé. Je les ai vus à la brasserie Georges. Julien et elle. Ils étaient dans une banquette d'angle. Il avait sa main sur la sienne. Elle pinça les lèvres. Je me suis dit que j'avais mal interprété, que c'était une cliente, une amie d'amis. Elle marqua une pause. Je savais que je n'avais pas mal interprété. Simone ne dit rien. Elle laissa le silence faire son travail. J'aurais dû venir te voir, dit Martine. Je le sais, mais la fusion avec le groupe Duval était encore en cours de finalisation. Julien a dit qu'une seule perturbation publique pourrait tuer l'affaire. Et c'était une transaction de 40 millions d'euros, Simone. Le moment était terrible. Je pensais qu'après la conclusion de l'affaire, je lui parlerais en privé. Je le forcerais à gérer ça. Elle leva les yeux. Et puis l'affaire s'est conclue et j'ai continué à ne pas le faire parce que c'était plus facile de ne pas le faire. Plus facile pour qui, demanda Simone. Martine détourna le regard. Elle n'avait pas de réponse à cela. Tu m'as laissé m'asseoir dans cette salle d'attente d'hôpital sans savoir, dit Simone. Sa voix était égale, calme. Tu t'es assise à côté de moi à son enterrement pendant que cette femme entrait et s'annonçait à toute la salle, et tu savais déjà qui elle était. Tu le savais depuis plus d'1 an. Elle marqua une pause.
Tu ne protégeais pas la famille Martine. Tu te protégeais d'une conversation inconfortable. La mâchoire de Martine se serra. Une lueur apparut dans ses yeux qu'elle ne voulait clairement pas là. Simone se pencha en avant. Garnier, dit-elle. Que sais-tu de Garnier? Martine cligna des yeux. Roland. C'est le partenaire commercial de Julien. Je sais qui il est. Je te demande ce que tu sais de ses finances. Une petite hésitation trop petite pour que la plupart des gens la remarquent. Simone la remarqua. Julien a mentionné une fois que Roland avait une manière créative de structurer les investissements, dit Martine avec précaution. Ces mots. Je n'ai pas demandé ce qu'il voulait dire. Les détails financiers n'ont jamais été mon. Je ne m'impliquais pas dans les affaires. Tu as entendu quelque chose et tu n'as pas posé de questions. Je ne pensais pas que c'était ma place. Donc Garnier dit, Simone, tout comme Brianna, tu as vu quelque chose qui ne collait pas et tu as décidé de ne pas y regarder de plus près. Martine se redressa sur sa chaise. Je ne dirigeais pas l'entreprise, Simone. C'est toi qui le faisais. S'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec les finances de Roland, c'était... Ça se passait à l'intérieur de l'entreprise dont je tenais les comptes, dit Simone, pendant que j'étais délibérément tenu dans l'ignorance par Julien, par Garnier et par toi. Elle se leva lissant sa veste. Je veux que tu comprennes quelque chose. Je ne demande pas ton aide. Je ne te demande rien du tout. Je vais trouver tout ce qu'il y a à trouver sur Garnier et sur Brianna, et je vais gérer ça à ma façon. Simone. La voix de Martine se brisa à peine. Je suis vraiment désolé. Vraiment. Simone ramassa les pages imprimées de la table basse et les glissa sous son bras. Je sais que tu l'es, dit-elle. Au revoir, Martine. Elle se dirigea vers la porte d'entrée et sortit. L'air de l'après-midi était frais et piquant après la chaleur florale lourde de la maison. Elle s'assit dans sa voiture un moment, les deux mains sur le volant, les yeux droits devant, respirant régulièrement. Elle ne se permit pas de ressentir tout ce qui pressait contre sa poitrine. Pas encore. Il y avait encore trop à faire. Elle rentra chez elle. Son téléphone sonna à 19h. Damien. J'ai été dans les dossiers de Garnier pendant les 5 dernières heures, dit-il. Sa voix était tendue, maîtrisée, mais tendue. Le foyer de Brianna n'était pas la seule chose qui passait par cette SARL. Il détournait des fonds des comptes de développement de Laurent Immobilier sur une deuxième piste entièrement. Des montants différents, un calendrier différent complètement séparé des virements de Brianna. Une pause. Simone, nous ne parlons pas de quelques centaines de milliers d'euros. Elle attrapait déjà un stylo. Combien demanda-t-elle? L'appel arriva un jeudi, non pas de Brianna elle-même, mais d'un homme nommé Arthur Pellier, qui se présenta comme le représentant légal de Madame Dubois et parla d'un ton lisse et prudent de quelqu'un qui facturait à l'heure et le savait. Madame Laurent, dit-il, ma cliente comprend que c'est une période difficile. Elle ne souhaite en aucun cas la rendre plus difficile. Cependant, étant donné la nature des intentions exprimées par Monsieur Laurent à son égard et à l'égard de l'enfant, nous pensons qu'il est dans l'intérêt de tous de résoudre cela en privé et rapidement. Simone était assise à son bureau. Elle avait un stylo à la main. Elle le posa. « Continuez, dit-elle. Ma cliente est prête à déposer une demande de paternité et de pension alimentaire contre la succession si un règlement équitable ne peut être trouvé. Nous préférerions éviter cela. Les litiges sont coûteux. Ils sont publics. Ils créent du bruit à un moment où, d'après ce que je comprends, l'entreprise est au milieu d'une activité commerciale sensible. Une pause, juste assez longue pour s'assurer qu'elle comprenait. Une fusion, je crois. C'était ça. Je suis au courant de la fusion, dit Simone. Bien sûr. Alors vous comprenez que certaines réclamations, la nature de la vie personnelle de Monsieur Laurent, ses intentions, ses promesses verbales. Ces choses, une fois qu'elles sont dans un dossier, deviennent une affaire de notoriété publique. Les journalistes prêtent attention à ce genre de détails, surtout quand une succession de 100 millions d'euros est en jeu. Il laissa cela en suspens un moment. Ma cliente ne cherche pas les ennuis, Madame Laurent. Elle cherche l'équité pour son enfant. Simone regarda le mur en face d'elle. La photo d'entreprise de Julien y était toujours accrochée, un large sourire, un costume parfaitement repassé, sa main sur l'épaule d'un conseiller municipal lors d'un gala dont elle se souvenait à peine. Elle pensa à ce qu'elle avait dans ses dossiers, à ce que Damien était en train de terminer, à ce qu'elle avait déjà mis en mouvement il y a 3 jours par l'intermédiaire d'un intermédiaire légal que l'avocat de Brianna ne connaissait pas. « J'aurais besoin d'un peu de temps pour consulter mon propre avocat, dit Simone. Sa voix était égale neutre, la voix de quelqu'un qui pourrait y réfléchir. Je ne suis pas en mesure de vous donner une réponse aujourd'hui. Bien sûr, dit Pellier, nous demanderions une réponse d'ici la fin de la semaine. Je vous recontacterai, dit Simone. Elle raccrocha. Elle resta assise en silence un moment. Puis elle prit son stylo et écrivit un mot sur le bloc-notes « levier ». Elle appela Damien ces soirs-là et lui parla de l'appel. Il a mentionné la fusion spécifiquement, demanda Damien. Assez spécifiquement. Garnier leur a donné cet angle. Sa voix avait une pointe qu'elle n'avait pas entendue chez lui auparavant.
Ce n'est pas quelque chose que Brianna aurait su utiliser seule. Non, acquiesça Simone. Ce n'est pas le cas. Elle pouvait l'entendre respirer à l'autre bout du fil calmement et lentement. La façon dont les gens respirent quand ils réfléchissent à quelque chose. La documentation sur le détournement de fonds, dit-elle, où en sommes-nous finis? Le mot unique tomba avec poids. J'ai terminé le résumé cet après-midi. 16 transactions sur 22 mois. Les montants, les dates, le routage des comptes, les documents de la SARL écran, avec la signature de l'agent de domiciliation de Garnier dessus. Tout. C'est blindé, Simone. Bien. N'envoyez rien pour l'instant. Ne déposez rien. J'en ai besoin prêt, mais j'en ai besoin en silence. Compris. Elle marqua une pause. Je veux organiser une réunion au siège de l'entreprise la semaine prochaine. Elle regarda par la fenêtre de sa cuisine le jardin sombre. Présentez-la comme une discussion de règlement. Invitez Brianna et son avocat. Invitez Garnier. Dites à Garnier que nous avons besoin de lui en tant que partie prenante de l'entreprise, parce que les réclamations touchent aux actifs de Laurent Immobilier. Elle garda une voix plate, comme si elle lisait une liste de courses. Assurez-vous qu'ils croient tous les deux que c'est exactement ce que ça semble être une table privée. Une résolution discrète. Damien resta silencieux un instant. Et ce ne le sera pas, dit-il. Non, dit-elle. Ce ne le sera pas. Elle avait organisé le test de paternité 10 jours plus tôt par l'intermédiaire d'un avocat en droit de la famille d'un autre cabinet sans lien avec la succession Laurent. Un intermédiaire légal avait obtenu un échantillon d'ADN à partir du dépôt initial de Brianna au tribunal, où un échantillon avait été soumis à l'appui de sa demande. Le laboratoire n'avait reçu aucun nom, seulement des numéros. L'enveloppe arriva un vendredi soir, livrée en main propre par un coursier blanche ordinaire, scellé par un petit autocollant rouge le long du rabat. Simone se tenait dans le hall d'entrée en la tenant. Elle était fine, une page peut-être deux. Ce qui était à l'intérieur avait le pouvoir de changer la forme de tout ce qui allait se passer dans cette salle de conférence. Elle le savait. Elle en sentait le poids même à travers le papier. Elle l'emporta dans son bureau. Elle la posa au centre de son bureau, directement sous la lampe, où la lumière la frappait de manière nette et brillante. Elle la regarda un long moment. Puis elle ouvrit le tiroir de son bureau, y plaça l'enveloppe et referma le tiroir. Elle l'ouvrirait demain dans la salle de conférence devant eux tous. Pas ce soir. Ce soir, ça pouvait attendre. Tout ce qu'elle avait construit jusqu'à ce moment était déjà en place. Elle éteignit la lampe et alla se coucher. La salle de conférence de Laurent Immobilier se trouvait au 14e étage avec des baies vitrées du sol au plafond qui donnaient sur la silhouette de la ville. Par un matin clair, on pouvait voir le fleuve, on pouvait voir les ponts, on pouvait voir si on regardait attentivement le duplex dans l'Est lyonnais où Simone et Julien avaient commencé tout cela il y a 15 ans, avec un seul jeu de clés et un bloc-notes jaune rempli de chiffres. Simone était arrivée 40 minutes en avance. Elle arrangea la salle elle-même, un dossier imprimé à chaque place, les verres d'eau remplis l'écran de projection abaissé à l'extrémité. Elle ne demanda l'aide de personne. Elle voulait avoir ses mains sur chaque morceau de papier dans cette pièce avant que quiconque d'autre ne les touche. À 9h15, ils étaient tous là. Roland Garnier était assis à gauche dans un costume anthracite et une cravate bleue, ses cheveux argentés peignés en arrière avec précision. Son avocat, un homme compact nommé Prévost, était assis à côté de lui avec un portefeuille en cuir ouvert sur la table. Garnier avait l'air calme, c'était le mot pour le décrire. Le calme d'un homme qui croyait comprendre la pièce dans laquelle il était entré. Brianna était assise en face de lui, enceinte de 7 mois, vêtue d'une robe portefeuille vert foncé qui avait clairement été choisie avec soin. Pellier, son avocat, disposa ses papiers à côté d'elle avec une efficacité discrète. Les yeux de Brianna se promenèrent autour de la table quand elle entra. Elle regarda Simone une fois rapidement, puis détourna le regard. Martine était assise près du bout de la table seule. Elle avait refusé de faire venir son propre avocat, ce qui disait à Simone tout ce qu'elle avait besoin de savoir sur la façon dont Martine se voyait dans cette pièce. Toujours une spectatrice, toujours un témoin de l'histoire de quelqu'un d'autre. Damien était assis à la droite de Simone, un dossier fermé devant lui, son expression immobile. Simone se tenait à la tête de la table. Elle ne commença pas par remercier qui que ce soit d'être venu. Elle n'adopta pas un ton chaleureux. Elle prit le premier document de son dossier et elle commença. Il y a 3 ans, dit-elle, une société écran a été enregistrée dans cet état sous le nom de Crestline Immobilier SARL. L'agent de domiciliation officiel est Martine Dwyer, qui a servi d'agent commercial personnel de Roland Garnier pendant 11 ans. Elle fit glisser une copie du document d'enregistrement sur la table vers le côté de Garnier. Au cours des 22 mois suivants, 16 virements bancaires ont été effectués depuis les comptes d'exploitation de Laurent Immobilier vers le compte de holding de Crestline. Le montant total déplacé était de 431 000 €. La mâchoire de Garnier se serra légèrement. Son avocat se pencha et lui dit quelque chose à voix basse.
Ces fonds, continua Simone, ont payé le loyer d'un condominium sur la rue Harwell. Ils ont couvert les comptes de services publics, les frais d'épicerie, une location de voiture et 4 mois de frais médicaux privés. Elle marqua une pause. Le condominium était occupé par Brianna Dubois. Le menton de Brianna se releva. Julien a payé ça lui-même. Il m'a dit « Il a payé ça avec l'argent de l'entreprise », dit Simone. Sa voix ne changea pas. C'était le même ton égal qu'elle avait utilisé depuis le moment où elle avait commencé à parler. De l'argent qui appartenait à cette entreprise, ce qui signifie de l'argent qui m'appartenait en partie. Elle laissa cela faire son effet. Monsieur Garnier a structuré ses virements. Il a signé la documentation de routage. Il avait pleine connaissance de l'objet du compte. Garnier se renversa dans sa chaise. Ces virements ont été autorisés par Julien. J'ai les signatures d'autorisation, dit Simone. Elle fit un signe de tête vers Damien qui fit glisser un deuxième jeu de documents sur la table. La signature de Julien apparaît sur 4 d'entre eux. La vôtre apparaît sur les 12 restants, y compris les 4 effectués, après que Julien a commencé à ressentir des douleurs thoraciques et a réduit son implication dans les opérations quotidiennes. Elle le regarda directement. Vous avez continué à envoyer de l'argent sur ce compte après qu'il soit tombé malade. Prévost posa une main sur le bras de Garnier. Simone se tourna vers l'écran. Damien appuya sur un bouton et un tableur apparut. Des lignes claires étiquetées avec des dates, des montants en rouge, des numéros de compte en noir. Elle les laissa le regarder un moment. Puis elle prit l'enveloppe blanche scellée de la table. La pièce la remarqua. Elle vit les yeux de Brianna se poser dessus, vit le léger changement dans sa posture. Dans le cadre de ce processus, dit Simone, j'ai organisé une analyse ADN indépendante par l'intermédiaire d'un laboratoire de droit de la famille certifié. L'échantillon utilisé était celui soumis par l'équipe juridique de Madame Dubois elle-même dans sa demande de succession initiale. Elle leva l'enveloppe. Je n'ai pas encore ouvert ceci. Je voulais le faire ici. Personne ne parla. Simone rompit le sceau. Elle déplia la seule page à l'intérieur et la lut bien qu'elle ait déjà su quelque part dans son corps ce qu'elle dirait. Elle la posa à plat sur la table et la fit glisser au centre. L'enfant que porte Mademoiselle Dubois n'est pas celui de Julien Laurent. Le silence qui suivit était du genre qui remplit un espace complètement comme de l'eau dans un bocal. Brianna émit un son qui n'était pas tout à fait un mot. Elle regarda Pellier. Pellier regarda la page. Garnier regarda Brianna. Pour la première fois depuis son arrivée, son sang-froid se brisa juste assez pour montrer ce qu'il y avait en dessous. Et ce qu'il y avait en dessous était une fureur froide et simple d'avoir été traîné dans une pièce pour quelque chose construit sur un mensonge qu'il ne savait même pas être un mensonge. Simone croisa les mains sur la table. « Je remets tout ceci, dit-elle, la documentation sur le détournement de fonds, les relevés de virements, les résultats de paternité et la correspondance liée à la menace de règlement au conseil d'administration de l'entreprise et aux forces de l'ordre, à compter d'aujourd'hui. » Le conseil d'administration de Laurent Immobilier se réunit le mardi suivant dans la même pièce où Simone avait tout démantelé la semaine précédente. Elle avait demandé 2 heures. Elle en utilisa 90 minutes. Il y avait 6 membres du conseil. 3 avaient connu Julien personnellement. 2 avaient fait des affaires avec Garnier pendant plus d'une décennie. Une femme nommée Carole Valois qui avait rejoint le conseil 18 mois auparavant, n'avait jamais totalement fait confiance aux explications comptables de Garnier et l'avait dit 2 fois lors de réunions où personne n'écoutait. Simone laissa les documents parler pour la plupart. Elle les guida à travers la SARL écran, les 16 virements, les signatures de routage, la chronologie. Elle leur montra les mois où Garnier avait continué à faire circuler l'argent après que la santé de Julien ait décliné. Elle leur montra ce que l'entreprise avait perdu non pas comme un chiffre abstrait, mais ligne par ligne, trimestre par trimestre. De l'argent réel tiré de projets réels que Simone avait aidé à planifier, à chiffrer et à construire de A à Z. Quand elle eut fini, Carole Valois fut la première à parler. « Depuis combien de temps saviez-vous cela entièrement confirmé ?» dit Simone. 10 jours. Un des membres plus âgés du conseil, un homme nommé Hall, qui avait joué au golf avec Garnier pendant 15 ans, resta très immobile, les mains à plat sur la table. Il n'argumenta pas. Il ne défendit pas. Il regarda simplement le tableur à l'écran un long moment. Puis il détourna le regard. Le vote pour démettre Garnier de ses fonctions fut unanimé. Le renvoi aux forces de l'ordre suivit dans l'heure. Le temps que Simone sorte du bâtiment cet après-midi-là, la carte d'accès de Garnier avait été désactivée et son bureau avait été sécurisé. Elle apprit plus tard par Damien que Garnier avait tenté d'appeler 3 membres du conseil ce même soir. Aucun d'eux n'avait décroché. L'avocat de Brianna envoya une seule lettre le jeudi suivant. Elle était courte. Elle disait que sa cliente ne poursuivrait pas d'autres réclamations contre la succession. C'était tout. Pas d'excuses, pas de reconnaissance de ce qu'elle avait fait. Juste un retrait silencieux comme une main se retirant de quelque chose de chaud. Les allégations de fraude de l'entreprise avancèrent néanmoins.
Simone avait remis la correspondance complète, les menaces de règlement, les allusions à aller voir la presse, l'utilisation d'une demande de paternité qui s'était avérée entièrement fabriquée. C'était suffisant. L'équipe juridique de l'entreprise s'occuperait du reste. Nadia appela le soir où la lettre arriva. « Tu vas la poursuivre toi-même » demanda-t-elle. « Personnellement, je veux dire. » Non, dit Simone. Pourquoi pas? Simone y réfléchit une seconde. Parce que je n'en ai pas besoin. Elle a essayé d'utiliser un homme mort et un bébé qui n'était pas le sien pour prendre de l'argent à une entreprise que j'ai bâtie. C'est déjà devant un procureur. C'est suffisant. Nadia resta silencieuse un moment. « Tu n'es même pas un peu tentée ?»« Je n'ai pas dit ça. » Nadia rit brièvement. C'était la première fois que Simone riait aussi depuis plus longtemps qu'elle ne pouvait le compter. Elle appela Martine un vendredi après-midi. Elle avait pensé à attendre. Elle avait pensé à écrire une lettre à la place, quelque chose qu'elle pourrait rédiger et réviser, jusqu'à ce que cela dise exactement ce qu'elle voulait dire sans le poids d'une voix derrière. Mais cela semblait être une autre façon de gérer quelque chose qui méritait d'être dit clairement. Martine répondit à la deuxième sonnerie. Simone. Sa voix était prudente. Elle avait été prudente à chaque fois qu'elle s'était parlé depuis la salle de conférence. « Je voulais te parler directement, dit Simone. Je ne vais pas faire durer les choses. D'accord. Tu savais pour Brianna depuis plus d'1 an. » Simone garda une voix égale, pas froide exactement, juste claire. « Tu les as vus ensemble. Tu as fait le choix de ne pas me le dire. Je comprends pourquoi tu l'as fait. Tu protégeais le nom de la famille, tu protégeais une fusion, tu protégeais Julien même après qu'il ne le méritait plus. » Elle marqua une pause. « Mais tu ne me protégeais pas, moi. Et je faisais partie de cette famille, moi aussi. » Martine ne dit rien tout de suite. Quand elle parla, sa voix avait perdu une partie de sa composure. « Je pensais que si je disais quelque chose, cela détruirait tout ce que vous aviez construit. »« C'était déjà détruit, » dit Simone. « Tu m'as juste laissé continuer à vivre dedans sans le savoir. » Silence. « Je ne vais pas prétendre que tout va bien entre nous, » dit Simone. « Je ne vais pas venir au dîner du dimanche et agir comme si rien de tout cela ne s'était passé parce que c'est plus facile pour tout le monde. Je ne suis pas faite comme ça, Simone. Je ne te déteste pas, Martine. Je veux être honnête à ce sujet aussi. Mais je ne peux pas pardonner une année de silence qui a gardé tout le monde à l'aise et m'a laissé complètement dans le noir. » Sa voix resta égale. « Donc je choisis la distance, pas la colère, juste la distance. » Martine redit son nom doucement comme si elle testait s'il signifiait encore quelque chose. Simone dit au revoir. Elle raccrocha. Elle resta avec le téléphone à la main un moment, puis elle le posa sur la table et ne le reprit pas. Au cours des 2 semaines suivantes, Damien travailla aux côtés de Simone pour stabiliser les comptes de l'entreprise, remplaçant l'accès de Garnier par une nouvelle structure de surveillance financière qu'elle conçut elle-même. Il y avait beaucoup à démêler. Elle s'y attendait. Elle avait démêlé les désordres des autres en silence pendant 15 ans et elle était douée pour ça. Un jeudi matin, au début du printemps, le conseil d'administration convoqua une courte session formelle. Ils nommèrent Simone Laurent, unique dirigeante de Laurent Immobilier. 6 mois suffisaient pour qu'un bâtiment semble différent. Le siège de Laurent Immobilier était la même structure de verre et de pierre à l'angle de Méridien et de la 5e qu'il avait toujours été. Même hall, même batterie d'ascenseur, même vue sur la ville depuis le 4e étage que Julien avait toujours montré aux clients comme s'il l'avait personnellement arrangé. Mais lorsque Simone franchit les portes d'entrée un mardi matin début octobre, la femme à la réception leva les yeux et dit « Bonjour Madame Laurent », sans aucune de l'ancienne hésitation, sans le coup d'œil rapide vers le couloir pour voir si Julien était derrière elle. Juste elle. C'était elle qu'ils attendaient. Elle prit l'ascenseur jusqu'au 4e étage, fit un signe de tête à son assistant Marc, qui lui tendit un café et un dossier sans qu'on le lui demande, et entra dans son bureau. C'était le bureau de Julien. Ce n'était plus le cas. Elle l'avait fait repeindre en un gris profond et silencieux. Elle avait remplacé le lourd bureau en acajou par quelque chose de plus léger, une large surface sur laquelle elle pouvait réellement étaler des documents sans se sentir avalée par le mobilier. La photo encadrée de Julien serrant la main de l'ancien maire de la ville avait disparu. À sa place se trouvait une seule citation, encadrée d'un livre que Nadia lui avait donné, le printemps précédent, imprimé en caractères noirs nets. Fais le travail, puis pars. Elle posa son café et ouvrit le dossier que Marc avait préparé. 3 réunions avant midi. Un appel avec les entrepreneurs du projet de la rue de la Ligne à 14 h, un point avec le conseil d'administration à 16 h. Elle avait construit cet emploi du temps elle-même. Elle le gérait elle-même et elle était douée pour ça. Pas de la manière silencieuse et invisible dont elle avait été douée pendant 15 ans, faisant les calculs dans les coulisses pendant que Julien était sous les projecteurs, mais ouvertement et complètement dans des salles où le crédit revenait à son nom. La différence était quelque chose qu'elle remarquait encore. Elle soupçonnait qu'elle le remarquerait pendant longtemps.
Nadia passa ce soir-là comme elle le faisait la plupart des mardis, arrivant avec des plats à emporter et la familiarité simple de quelqu'un qui avait été dans les tranchées avec vous et qui était resté quand même. Elles mangèrent à la petite table du bureau de Simone. Nadia avait troqué sa blouse d'infirmière pour un jean et un pull ample, et semblait à l'aise d'une manière qui rendait toute la pièce moins formelle. Carole Valois m'a dit de te dire que les chiffres de la rue de la Ligne sont arrivés en avance, dit Simone. Je ne sais pas qui c'est. Membre du conseil d'administration, celle qui n'a jamais fait confiance à Garnier. Oh, la femme avec le bon instinct. Nadia pointa sa fourchette. Dis-lui que j'ai dit qu'elle a un bon instinct. Simone sourit. Je transmettrai. Elles parlèrent pendant 1 heure du service de Nadia la veille de vacances, que Nadia menaçait constamment de prendre et ne prenait jamais. De petites choses qui n'avaient rien à voir avec des avocats des sociétés écrans ou des enveloppes scellées. C'était comme respirer, après avoir retenu son souffle pendant longtemps. Avant que Nadia ne parte, elle s'arrêta à la porte. Tu as l'air différente, dit-elle. Différente comment Nadia y réfléchit, comme si tu n'attendais pas que quelque chose de mal arrive. Simone y pensa après la fermeture de la porte. Damien passait le mercredi matin maintenant. C'était un arrangement permanent. Café, les mises à jour juridiques de la semaine, un examen de tout ce qui nécessitait sa signature. Il s'était intégré aux opérations de l'entreprise avec une compétence discrète sur laquelle Simone avait appris à compter et il n'essayait jamais de prendre plus de place qu'elle ne lui en donnait. Ce mercredi-là, il arriva exactement à l'heure comme toujours et ils passèrent en revue l'ordre du jour sans trop d'efforts inutiles. Il avait une façon d'écouter quand elle exposait un problème qui semblait différente de la façon dont les autres écoutaient pleinement sans déjà former sa réponse. À la fin de la réunion, alors qu'il rassemblait ses dossiers, il dit « Vous savez, le projet Armon au printemps prochain sera la plus grande chose que cette entreprise ait touchée en 5 ans. Je sais, dit-elle. Vous n'êtes pas nerveuse. Je n'ai pas dit ça. » Il la regarda juste un moment de plus que nécessaire. Puis il sourit un sourire petit et honnête et dit qu'il la verrait la semaine prochaine. Elle le regarda partir. Elle ne se permit pas de trop y penser. Tard cet après-midi-là, après la fin de l'appel du conseil d'administration et le départ de Marc, Simone se tenait seule à l'autre bout du bureau. Il y avait un classeur dans le coin gris foncé du genre qui se verrouille. Elle l'avait ramené de l'entrepôt quand elle avait repris le bureau. Il avait contenu les derniers dossiers inachevés de Julien, une poignée d'affaires qui n'avaient jamais été conclues, des notes sur des projets qui étaient morts avec lui. Elle les avait tous traités au cours des 6 derniers mois, un par un, clôturant ce qui pouvait être clôturé et laissant aller le reste. Elle ouvrit le tiroir du bas, maintenant, et en sortit le dernier dossier. Il était fin, une seule propriété, un terrain au bord de l'eau que Julien avait convoité pendant 2 ans sans jamais s'engager. Elle examina les chiffres, elle prit une décision. Elle le tamponna comme étant clos. Elle posa le dossier dans la pile terminée, elle referma le tiroir. Elle resta immobile un moment dans le silence de la pièce. Puis elle tendit la main et éteignit la lumière, prit son sac sur le bureau qui était le sien et sortit. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si cette histoire a résonné, vous abonnez-vous et activez les notifications. J'ai 2 histoires à l'écran que vous devez absolument voir. Passez une excellente journée.